Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur On se fait une toile, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez croire à la manipulation des hommes à travers l'hypnose et autres lavages de cerveau? Technique naturellement peu recommandable. Eh bien c'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui à travers le film que je vais vous présenter tout de suite après le générique, Un crime dans la tête. C'est un film de 1962 réalisé par John Frankenheimer. Dans le rôle titre, on retrouvera Frank Sinatra aux côtés de Laurence Harvey, Janet Leigh et Angela Lansbury, pour ne nommer que pour ce film de 2h10 quand même. On nous présente une patrouille de soldats américains qui est enlevée par l'armée soviétique durant la guerre de Corée. De retour au pays, les survivants affirment ne devoir la vie qu'à la bravoure du sergent Raymond Shaw, qui reçoit la médaille d'honneur de l'armée américaine. Très peu ont reçu cette médaille. Et il est accueilli, bien sûr, triomphalement dans son pays. Mais le capitaine Marco et le caporal Melvin font des cauchemars assez bizarres et assez récurrents, dans lesquels ils se voient prisonniers de l'ennemi, dans une véranda, dans un lieu comme ça, avec des vieilles dames qui prennent le thé, dans une sorte de séance d'hypnose. Hypnose collective. C'est encore un film sérieux pour démarrer cette année, allez-vous me dire, et oui, malgré tout, ça reste un bon film et c'est pour ça que je voulais vous le proposer. Mais vous avez raison, la prochaine fois, on partira sur des films un peu plus légers, avec des contextes un petit peu plus d'aventure ou ce genre de spectacle. D'ailleurs, l'histoire est réellement bien construite avec son lot de frénésie jusqu'au dénouement final. Les plans se font de plus en plus recentrés, resserrés sur les visages des acteurs. Au début, on les filme en plan large, on les montre tous ensemble, même si ce sont des hommes complètement soumis. Et petit à petit, à mesure que l'histoire se resserre sur le véritable enjeu, rapproche la caméra des personnages jusqu'à des gros plans des visages qui sont distordus par le doute. Malheureusement pour ma part, le film souffre de sa comparaison avec le remake de 2004, avec une histoire qui est strictement identique. Et comme j'ai découvert l'original après le remake, eh bien je connaissais l'issue du film. Mais il n'empêche que le film de Frankenheimer reste un bon film d'anticipation, avec une interprétation de Vivien Leigh assez fantomatique, presque irréelle. On en reparlera un peu plus tard. Elle est face à un Frank Sinatra qui, lui, donne le meilleur de lui-même pour rendre son personnage crédible. Mais même s'il est un crooner d'exception, malheureusement, je trouve que ce n'est pas un acteur d'exception. Alors on en vient tout de suite au petit plus, la petite rubrique que j'affectionne tout particulièrement, vous le savez, et vous aussi, je le sais. Si on parle de budget, le producteur exécutif Howard W. Koch a estimé le budget à 2,2 millions de dollars pour ce film, mais sur ce montant, il y avait déjà 1 million de dollars qui étaient destinés au salaire de Frank Sinatra. 200 000 dollars pour le salaire de Laurence Harvey, ce qui laissait un tout petit million pour faire tout le reste du film. Chose promise, chose due, on en revient tout de suite à Janet Leigh. Elle a trouvé que le rôle d'Eugénie Rose Chanel était l'un des plus difficiles qu'elle ait jamais joué, car le personnage était placé au milieu d'un scénario sans aucun lien apparent avec tout le reste. Il est vrai que si l'on s'arrête sur le personnage qu'elle interprète, l'amoureuse du Major Marco, leur première rencontre semble surnaturelle, à tel point que l'on se demande si le Major n'est pas encore sous l'effet de son lavage de cerveau et qu'elle lui apparaît telle qu'il l'imagine, mais qu'elle est sans doute autre chose. Tout cela pour entretenir notre paranoïa, notre angoisse que le film veut véhiculer. D'ailleurs, il avait été envisagé que Rosie, donc Janet Leigh, aurait pu être également un agent double, mais cette idée n'a pas été retenue et n'a pas été développée dans la version finale.
La fameuse séquence de lavage de cerveau a été filmée 3 fois dans son intégralité. Une fois avec les dames du club de jardinage. Ensuite, du point de vue du caporal Allen Melvin. Et enfin, avec les ravisseurs communistes. Donc les 3 décors étaient faits spécialement de manière à ce que la caméra puisse tourner complètement dans chacun des décors. Et ensuite, toutes ces parties ont été montées ensemble de manière à rendre les perspectives assez changeantes. En parlant de style, John Frankenheimer a été largement acclamé pour une prise de vue légèrement floue du Major Marco montrant le jeu de cartes de la reine à Raymond Shaw. Plus tard, dans sa vie, Frankenheimer a déclaré dans une interview que les critiques de cinéma le félicitaient souvent pour cette brillante prise de vue comme d'une façon de surligner ou de souligner la perspective floue de Shaw. Effectivement, quand on regarde le film, c'est flagrant, on a l'impression que c'est fait exprès. Mais il ne n'a jamais laissé entendre à l'époque que c'était un accident, et pourtant c'était bien le cas. Il a même demandé et proposé à Frank Sinatra de refaire cette scène, mais celui-ci, qui était un partisan de la première scène, pour lui le meilleur c'était dans la première scène et pas après, eh bien il a refusé tout simplement de la refaire, et cette scène, elle est restée dans le film, et malgré tout, elle marche à merveille, et elle souligne vraiment bien le propos de cet état comateux, assez vaseux, quoi. Dans une vidéo précédente, nous avons parlé de Judy Garland et de ses exigences. Ici, il y a une nouvelle diva sur ce tournage, en la personne de Frank Sinatra, bien sûr, puisqu'il exigeait que les tournages commencent à 11 h du matin, car il n'arrivait pas à se coucher avant 5 h du matin, le monsieur. Alors, d'ordinaire, les tournages commencent bien avant l'aube. Et bien là, tout le programme a été changé pour monsieur. Pour confirmer que ce film est vraiment ancré dans son époque, le scénariste, producteur et réalisateur John Frankenheimer a déclaré lors d'une interview sur la radio publique nationale que pendant la partie de la séquence du lavage de cerveau, montrée du point de vue du soldat noir, le caporal Allen Melville, il y avait un acteur blanc habillé en domestique debout en arrière-plan, comme s'il était prêt à aller servir les femmes noires lors de la conférence de jardinage. Cependant, étant donné les attitudes raciales de 1962, cette scène particulière n'a pas été retenue dans le montage final. Frank Sinatra voulait Lucy Bell pour incarner la mère de Raymond Shaw, mais le réalisateur, lui, voulait que ce soit Angela Lansbury, avec qui il venait de tourner L'Ange de la Violence. Assez surprenant comme choix, car elle n'avait que 3 ans de plus que l'acteur Laurence Harvey. Et donc il devait jouer mère et fils dans un même film, alors qu'effectivement la différence d'âge n'était pas assez importante. Alors comment on peut l'interpréter? Peut-être que c'est pas très flatteur pour l'actrice. Les scènes de la convention ont été filmées dans l'ancien Madison Square Garden, à l'angle de la 8e avenue et de la 49e rue, pour ceux qui connaissent New York. Le dernier événement qui s'y est produit a été fait en 68 et ensuite il a été démoli. La séquence de l'assassinat donc a été tournée d'abord sur une période de 4 jours dans ce fameux Madison Square Garden, mais il était vide et on y voit donc Laurence Harvey marchant dans les travées, les vastes rangées de sièges, jusqu'à arriver jusqu'à la cabine supérieure où il prendra place pour faire ce qu'il a à faire, pour ne pas dévoiler le film. Pas de spoil. Le reste de la séquence, elle, a été filmée dans l'auditorium olympique de Los Angeles en Californie, donc beaucoup plus petit, avec des plans serrés sur la foule à la convention fictive, pour montrer un ensemble et donner l'impression que ce lieu était vraiment rempli de monde, avec des milliers de personnes. Au début, Arthur Krim, le directeur général de la United Artists, ne voulait rien savoir sur ce film, le qualifiant d'irresponsable et de trop incendiaire. Alors notre ami Frank Sinatra, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été s'adresser directement à son ami le président, John Fitzgerald Kennedy, dont la campagne de 1960 avait bénéficié des millions de dollars que Sinatra avait pu récolter pour lui. Krim, ayant la bénédiction de Kennedy, a retiré ses objections et donc Unité d'artistes a accepté de produire ce film. Toujours dans le même sujet, et contrairement à la croyance populaire, ce film n'a pas été retiré de la circulation après l'assassinat de Kennedy en 1963. Il a fait ses débuts à la télévision américaine sur CBS Thursday Night Movies
en 65 et il a été rediffusé sur ce réseau un peu plus tard dans la même saison. Ce n'est que lorsque les droits sont revenus à Frank Sinatra en 72 que le film a disparu de la circulation. Maintenant, c'est un film que l'on peut situer quelque part entre l'effondrement de la période dite classique et l'avènement du nouvel Hollywood. C'est presque un film inclassable dans cette période, traitant encore d'un traumatisme lié à la guerre, trop tôt pour parler du Vietnam, donc le théâtre des opérations se situe donc en Corée, si proche de l'Empire soviétique et où la paranoïa gagne toute l'Amérique. Le film en est un parfait exemple. D'ailleurs, l'affiche du film scandait aux spectateurs que s'il ratait les 5 premières minutes, il ne comprendrait rien au film et que s'il le voyait en entier, il n'aurait certainement rien vu de tel auparavant. Il semble être un des rares cas où la promotion du film semble assez proche de la vérité. À sa sortie, le film rapporta presque 3 millions de dollars, ce qui est plutôt pas mal, et puis c'est un chiffre qui a dû grossir avec les différents et les multiples passages à la télévision, et bien sûr le support physique aujourd'hui. Donc voilà ce qu'on pouvait dire et ce qu'on peut retenir sur ce film. Alors pour finir et pour conclure, vous l'avez compris, nous n'avons pas affaire à un film commun, bien au contraire. En plus, nous avons la grande surprise de voir Angela Lansbury dans un rôle de méchante, puisque, rappelons-le, c'était l'héroïne d'Arabesque, le petit feuilleton sympathique. Et elle a été souvent l'héroïne pour des films Disney. Donc, dans l'imaginaire collectif, on ne peut pas s'empêcher de penser à cette actrice comme une actrice bienveillante. La puissance que dégage ce film est due à son époque, bien sûr, à la façon dont il a été tourné. C'est un vrai thriller politique très efficace qui s'attaque directement au macartisme et aux peurs ancestrales de cette Amérique pour le communisme. Alors, vous connaissez la musique, je ne vais pas vous redire tout le tralala qu'il faut faire, mais quand même, actionnez la petite cloche, abonnez-vous, mettez des commentaires. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau film, cette fois-ci, c'est promis, ce sera plus léger, ce sera de l'aventure. Je vous dis à très bientôt, passez une excellente semaine. Ciao, ciao.